Rebonjour, nous allons reparler de grossesse et d'accouchement après une chirurgie de scoliose. J'en ai déjà parlé ce matin, donc je vais simplement reparler des points clés de la discussion, de la méthodologie et des résultats, et nous allons un petit peu plus approfondir donc la discussion. Donc la scoliose idiopathique de l'adolescente est une pathologie fréquente, on l'a déjà dit, elle concerne 2% des adolescents, donc 90% de femmes. Lorsqu'un traitement chirurgical est indiqué, nombreuses sont les interrogations à la fois des patientes et de leurs familles concernant la grossesse après la chirurgie. La littérature disponible est disparate, avec notamment des instrumentations anciennes et surtout des modalités anesthésiques différentes. Donc, l'objectif était de caractériser le déroulement d'une grossesse après la chirurgie de scoliose. Il y a donc en effet une grande hétérogénéité de la littérature en termes d'années de publication et de techniques chirurgicales utilisées, des techniques d'instrumentation donc très différentes allant de la tige de Harrington au Cottrell du Bousset, et on note également une disparité des voies d'abord utilisées, certaines études n'utilisant que la voie d'abord antérieure et d'autres que la voie d'abord postérieure. Enfin, les scores fonctionnels différaient également. Aucune étude n'a été réalisée sur ce sujet en France, et donc la littérature ne permettait pas de répondre à cette question dans la population française. Donc pour rappel, il s'agissait donc d'une étude rétrospective multicentrique réalisée sur 3 centres universitaires, avec des critères d'inclusion qui incluaient donc toutes les patientes opérées avant l'âge de 30 ans entre 1970 et 2014, que ce soit par voie antérieure ou postérieure, quel que soit le type d'implant rachidien utilisé, ayant eu une ou plusieurs grossesses après la chirurgie avec des accouchements entre 88 et 2018. Les critères d'exclusion étaient donc les grossesses en cours et la fusion au bassin. On rappelle également donc, que sur 428 femmes opérées et retrouvées dans les archives, 326 femmes ont pu être contactées, dont 198 nous ont donné une réponse favorable pour leur participation à l'étude. Parmi ces patientes, 50 femmes ayant eu une ou plusieurs grossesses ont été retenues, ce qui nous a donc fait un total de 80 grossesses. Je rappelle brièvement les résultats. Donc l'âge à la première chirurgie était de 17 ans en moyenne, avec un délai entre la chirurgie et la grossesse de 12 ans, et un âge moyen à l'accouchement, toutes grossesses confondues, de 28 ans. Environ 2/3 des patientes étaient opérées par voie postérieure et 84% présentaient une vertèbre instrumentée limite entre L2 et L4. Les naissances se faisaient en moyenne à 40 semaines aménorrhées, avec une prise de poids de 12 kg pendant la grossesse. Le taux de césarienne était de 19% et on retrouvait seulement 49% de péridurale. Seules 7 complications ont été retrouvées sur la grossesse. Il y avait 3 hémorragies de la délivrance, 2 ouvertures cervicales prématurées, une souffrance fœtale et une valvulopathie in utero. Enfin, la moitié environ des grossesses étaient lombalgiques. On a donc observé 19% de césariennes, ce qui correspond au taux normal chez les femmes enceintes dans la population française à la même époque. Cependant, donc, le niveau de fusion est significativement lié au taux de césarienne. Plus la fusion est distale et plus le taux de césarienne augmente. On avait ainsi, par exemple, 42% en L4 versus 5% en L2. Ces résultats étaient significatifs et cette corrélation est également retrouvée dans les autres articles de la littérature. Il n'y a aucune raison biomécanique retrouvée dans la littérature qui pourrait en fait expliquer un entravement de l'accouchement par voie basse et qui imposerait une césarienne. Donc en effet, on rappelle que pendant l'accouchement, il existe 2 mécanismes contraires permettant d'ouvrir le canal de naissance et de laisser passer le mobile fœtal. Tout d'abord, ici, la contre-nutation qui consiste globalement à ouvrir le bassin supérieur. Le promontoire sacré bascule en arrière et vient refouler les ailes iliaques sur les côtés, ce qui permet en fait à la tête du fœtus de s'engager dans le petit bassin. Le fœtus poursuit ensuite sa descente pelvienne et arrive alors donc le deuxième mouvement du bassin qui est la nutation, qui est donc l'exact opposé en fait du premier mouvement. Les ischions et le coccyx qui s'étaient rapprochés vont maintenant s'ouvrir pour permettre l'expulsion vaginale du fœtus. La symphyse, qui était déjà assouplie par une imprégnation hormonale pendant la grossesse, va pouvoir également se distendre. Or, chez les patientes opérées d'une scoliose idiopathique de l'adolescence, l'étage 5.1 n'est quasiment jamais fixé lors d'une correction fusion. Donc ces 2 mécanismes, que sont la nutation et la contre-nutation, restent toujours possibles et n'entravent en rien l'accouchement par voie basse, par voie naturelle. Il n'y a donc aucune raison biomécanique qui justifierait d'une césarienne chez les patientes opérées d'une scoliose. Concernant les péridurales, nous avons retrouvé seulement 49% de grossesses ayant bénéficié d'une péridurale efficace lors de l'accouchement. Ce taux est particulièrement bas comparé au taux de péridurale dans la population française à la même époque, qui était de 81%. Sur nos 80 grossesses, il y a eu 45% de péridurale efficace, 4% de péridurale partiellement efficace, 35% de refus de la péridurale, dont la moitié venait des anesthésistes, et 8% d'anesthésie générale d'emblée. Chez les patientes qui ont nécessité une césarienne,
on a observé un tiers d'anesthésie générale d'emblée, alors que ce taux est de 5% dans la population générale. Ce taux élevé de césarienne chez ces patientes arthrodésées peut être lié à un choix de ne pas réaliser la péridurale, et donc d'une peur en fait de la gestion de la douleur pendant l'accouchement. La difficulté de la pose de la péridurale est liée tout d'abord à la scoliose en elle-même, avec une rotation vertébrale et donc une déviation du trajet idéal de l'aiguille, mais également à la chirurgie, avec une perte des repères anatomiques due à la résection des épineuses, à la fusion vertébrale elle-même qui empêche l'accès à l'espace péridural aux étages fusionnés, et enfin à l'inflammation ou remaniement cicatriciel qui vont compartimenter les espaces périduraux et limiter la diffusion des produits anesthésiques, même aux étages non fusionnés. La prise de poids pendant la grossesse a parfois été évoquée comme un obstacle potentiel au repérage et à la pose d'une péridurale, en raison d'un panicule adipeux épais. Cependant, si on considère comme excessive une prise de poids de 12 kg pendant la grossesse, 46% des patientes en surpoids dans cette étude ont eu accès à une péridurale efficace. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un argument pour ne pas tenter ou ne pas essayer ou ne pas proposer une péridurale. Des aides techniques se sont développées au cours du temps. Donc, dans notre cohorte, on constate une augmentation du taux de péridurale avec le temps qui peut correspondre à une évolution des techniques, notamment l'échographie, qui permet un meilleur repérage, mais qui reste malheureusement un moyen auquel les équipes d'anesthésie françaises sont peu habituées pour la pose de péridurale et ne l'utilisent pas forcément fréquemment. Et deuxièmement, donc les péridurales combinées à des rachianesthésies. Enfin, 48% des grossesses présentaient des lombalgies ou des pubalgies. Ce taux est globalement superposable à celui des femmes enceintes dans la population française, ainsi qu'à celui retrouvé dans les littératures. La lombalgie est en effet un phénomène physiologique fréquent et normal lors d'une grossesse. En effet, lors d'une grossesse normale, les lombalgies sont liées à des phénomènes de compensation. L'augmentation du volume et du poids de l'utérus bascule le centre de gravité du corps en avant. La patiente tend à compenser ce déséquilibre antérieur grâce à sa musculature lombaire pour s'hyperlordoser, ce qui peut entraîner des lombalgies. De plus, la distension musculaire de la paroi abdominale antérieure lui fait perdre son efficacité de soutien, augmentant les contraintes sur le rachis lombaire. Or, après une arthrodèse, ces phénomènes compensatoires sont plus difficiles, voire impossibles à recruter. Les contraintes augmentent sur les derniers étages libres et sont retransmises au sacro-iliaque, pouvant ainsi augmenter les lombalgies chez ces patientes. Cependant, encore une fois, le taux de lombalgie chez les patientes opérées n'est pas significativement différent de la population générale et varie grandement dans la littérature. L'impact sur la vie sexuelle des patientes a pu être recueilli grâce à l'EDI. Dans la littérature, on retrouve jusqu'à 30% de dysfonction sexuelle chez les patientes opérées d'une scoliose. Elles sont notamment gênées par la raideur, l'aspect esthétique de la cicatrice, une gibbosité ou encore une déformation résiduelle. On retrouve heureusement une gêne moins importante chez les Françaises, avec seulement 20% de lombalgie pendant l'acte. La question du meilleur moment pour initier un projet de grossesse est souvent posée avec la peur de la césarienne si la grossesse est entreprise trop tôt, ou au contraire d'augmenter les douleurs liées à un vieillissement du dos si on tarde trop. En prenant comme critère le taux de césarienne et les lombalgies, aucune période défavorable n'a été retrouvée. Il n'y a pas donc de relation entre l'âge de l'accouchement et le vieillissement du dos, ni de pire au meilleur moment pour débuter un projet de famille. Les principales limites donc, de cette étude, la principale limite est son caractère rétrospectif, induisant un biais de mémorisation. Donc, pour pallier à ce biais, des critères durs ont été choisis. La perte de données, la rupture de suivi, l'errance géographique ont également été des difficultés rencontrées lors de l'étude. Et enfin, la localisation et le grade des maternités n'ont pas été recueillis. Donc, en synthèse, on peut donc donner des messages clés à la patiente tout d'abord. Il est tout à fait possible de mener à terme une ou plusieurs grossesses normales après une chirurgie de scoliose, sans plus de complications chez les femmes enceintes françaises de la population générale. Il n'y a pas plus de césarienne ni de lombalgie. La péridurale reste compliquée et reste un défi pour les anesthésistes, mais elle est possible, d'autant plus avec une amélioration constante des pratiques. Aux anesthésistes, enfin, qui peuvent donc proposer la péridurale pour chaque accouchement, en sachant qu'elle est plus difficile si le niveau de fusion est caudal, mais que des solutions techniques existent pour l'aider. Je vous remercie de votre attention.